Mesdames et messieurs, bienvenue à cette émission. La sécurité alimentaire dans le Sahel, c'est la principale question que nous allons aborder avec notre invité de ce jour, le professeur Alfousseni Mbretolo. Il est le secrétaire exécutif du comité inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel. Professeur, bonjour. Bonjour. Avant d'entrer dans le vif du sujet, déjà, quel est l'état de santé du SILS aujourd'hui? Je vous remercie, M. Tangara, et je voudrais aussi profiter de cette tribune pour remercier vos téléspectatrices et vos téléspectateurs. Pour répondre à votre première question, je peux vous dire que, à mon avis, la santé du SILS se porte très bien. Pourquoi? Puisque je pense depuis ces 3 dernières années, nous sommes passés de 9 États membres du SILS à 13 États avec 4 nouvelles adhésions et non des moindres en Afrique de l'Ouest, à savoir la Guinée qui est considéré comme le chanteau d'Afrique de l'Ouest, a adhéré au SILS. La Côte d'Ivoire a adhéré au SILS. Le Bénin et le Togo ont adhéré au SILS. Donc aujourd'hui, nous sommes passés de 9 États à 13 États. Et je crois que c'est un bon indicateur de bonne gouvernance et de surtout la qualité des services que le SILS rend à ses utilisateurs. Puisque si les services n'étaient pas appréciés, je crois que les États n'allaient pas courir à la porte du SILS. Ok, le SILS va donc très bien, on ne va pas vous contredire, vous êtes mieux placé pour l'affirmer, mais lors du sommet de N'Djamena, il s'était agi pour mieux amplifier le paiement des cotisations. Il y avait beaucoup d'arriérés. Au jour d'aujourd'hui, est-ce que c'est la même situation qui prévaut ou bien il y a eu des améliorations à ce niveau-là? Je crois qu'au niveau du sommet de N'Djamena en 2010, il y a eu des gestes forts qui ont été lancés par les chefs d'État. La première, je crois, action engagée par les chefs d'État, c'était leur volonté manifeste de soutenir davantage le SILS en augmentant le taux des cotisations. C'est vrai que les arriérés constituent un petit goulot d'étranglement, mais je crois que depuis le sommet des chefs d'État, le niveau de paiement des arriérés de cotisation a été nettement amélioré et les pays qui comptaient le plus d'arriérés aujourd'hui ont commencé déjà à éponger vraiment les arriérés de cotisation. Je pense que ça aussi c'est un indicateur, n'est-ce pas, qui milite en faveur de l'état de santé du SILS. Donc le fonctionnement du SILS n'est plus assuré à plus de 80% par l'Union européenne aujourd'hui? Je crois que si, c'est-à-dire qu'en fait, globalement, le budget du SILS a augmenté dans toutes ses composantes. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le financement du SILS est assuré à plus de 95% par les bailleurs de fonds. Mais la quote-part des États a augmenté. Et ce n'est plus 95% de 9 ou 13 milliards, mais aujourd'hui c'est 95% de 13 à 16 milliards. Vous voyez, donc ce n'est pas tout à fait la même chose. Et je pense que quand même, l'état de santé se porte d'autant plus bien que les États, je crois, accourent encore à la porte du SILS et d'autres encore sont en train de faire des clins d'œil pour adhérer au SILS. Ok. Dans l'optique d'appropriation du SILS par les populations du Sahel et de la sous-région, certains préconisent l'arrimage de l'institution à la CEDEAO, par exemple. Comment est-ce que vous voyez cette hypothèse-là, le fait d'arrimer le SILS à la CEDEAO? Je crois qu'effectivement, au niveau du sommet des chefs d'État qui avait lieu ici à Bamako, le dernier sommet des chefs d'État à Bamako, une décision avait été prise, une résolution pour demander au SILS d'ouvrir toutes ses activités à l'ensemble des États de la CEDEAO. Puisque tout à l'heure, dans votre introduction, vous avez parlé de la situation alimentaire au Sahel, mais en fait, aujourd'hui, nous travaillons pour la situation alimentaire au Sahel et en Afrique de l'Ouest. Puisque si nous considérons la situation alimentaire des pays tels que le Mali, sans considérer la situation des pays adjacents, tels que la Côte d'Ivoire, le Bénin, la Guinée, avec lesquels nous avons des échanges importants, on ne saurait vraiment durablement apprécier la situation alimentaire du Mali. Il en est de même pour les autres États, n'est-ce pas, de l'Afrique de l'Ouest, membres du SILS et non membres de la CEDEAO. Ok, on va à présent aborder la dernière partie de cette émission, le volet sécurité alimentaire, la campagne qui vient de s'achever. Au regard de cette campagne-là, qu'est-ce qu'on peut dire sur la situation? Est-ce qu'il y aura déficit ou excédent céréalier? Je crois qu'aujourd'hui, et nous l'avons déjà annoncé depuis le mois de juin, puisque nous avons un dispositif dans le Sahel et en Afrique de l'Ouest qui nous permet vraiment de prédire. Ce qui fait qu'il faut reconnaître aujourd'hui, nous sommes une des rares sous-régions où nous ne pouvons pas être surpris d'une situation ou d'une crise alimentaire.
nous avons donc des dispositifs et depuis le mois de juin, nous savons à quelle situation nous allons avoir affaire à partir de l'année prochaine. Ça, c'est très important dans les dispositifs au niveau de l'Afrique de l'Ouest et du Sahel. Donc, depuis le mois de juin, nous avions annoncé que la situation pluviométrique, même s'il y avait des incertitudes qui régnaient, allait dans un sens assez positif. Et tout au long de la campagne, nous avons continué à affiner et à informer les états de la situation pluviométrique et nous le savons depuis très longtemps que la situation agricole pour l'année prochaine est une situation bonne à très bonne. Et la nature des pâturages est également assez favorable puisque les pâturages sont luxuriants. Je pense que la situation alimentaire globalement pour cette année sera très bonne. Et la seule incertitude qui planait au-dessus de nos têtes, c'était vraiment la situation acridienne, le péril acridien, qui constituait une menace qui aujourd'hui, grâce, je crois, à la bonne gouvernance entre les États, grâce à la solidarité, puisque l'esprit de solidarité qui règne aujourd'hui entre les États du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest n'a pas, n'est-ce pas, de comparaison, je crois, dans notre espace. Je crois que cet esprit de solidarité a fait que le péril acridien a pu être circonscrit dans sa plus petite dimension. Ok, on va se projeter par rapport à la campagne prochaine, mais déjà cette année, la campagne qui vient de s'écouler, quel bilan peut-on en faire? Est-ce qu'il y a eu déficit ou excédent céréalier, professeur? La campagne qui vient de se passer est assez disparate selon les États. Vous savez, si je prends par exemple le Mali était dans une situation d'excédent théorique. Et même s'il y avait des zones déficitaires. Mais globalement, le Mali se trouvait dans une situation excédentaire. Mais il se fait qu'il y avait certaines régions qui étaient déficitaires. Et si vous prenez des pays comme le Niger, là le déficit était beaucoup plus important. Mais c'était un déficit qui pouvait être résorbé par l'esprit de solidarité. Et je pense que ici, c'est l'occasion peut-être de saluer l'ensemble de nos dirigeants en Afrique de l'Ouest et au Sahel qui, de par leur esprit de solidarité, de par la complémentarité entre les États, aujourd'hui ont pu vraiment circonscrire une crise alimentaire. Pourquoi? Puisque s'il y a des États qui étaient déficitaires, comme le Niger, comme je l'ai dit, déficitaires chroniques, il y avait des États qui étaient excédentaires et vu la libre circulation qui a été soutenue, encouragée par nos États, la libre circulation des services, des biens, des denrées alimentaires entre les États, la crise a pu être vraiment contenue dans sa plus petite dimension. Ok. Professeur, plus de 50 ans après les indépendances, est-ce que nous devons encore penser à des crises alimentaires? Pourquoi nous ne parvenons pas à nous autosuffire normalement plus de 50 ans après nos indépendances? Chaque année, c'est des inquiétudes, c'est des projections, c'est des prévisions. Pourquoi plus de 50 ans après les indépendances, on ne parvient pas à s'autosuffire normalement? Je crois que ce qu'il faut savoir, c'est que notre agriculture est essentiellement pluviale. Et comme elle est essentiellement pluviale, elle est un peu aléatoire. Mais nous sommes en train aujourd'hui de faire des investissements structurants pour garantir un tout petit peu beaucoup plus la production et sécuriser les systèmes de production. Mais comme je le disais, tout ça c'est une question de bonne gouvernance de la sécurité alimentaire, puisqu'il faut obligatoirement procéder à des investissements dans notre agriculture pour améliorer la résilience des populations à l'insécurité alimentaire. Et tant que nous n'aurons pas fait ces investissements pour améliorer durablement la résilience des populations à l'insécurité alimentaire, on ne pourrait avoir une situation alimentaire, je dirais, stable. Et pour vous dire que tous les acteurs, je crois que ceci est très important, tous les acteurs d'une filière ne font pas souvent le jeu. Et je pense qu'il faudrait que les acteurs, il s'agit des commerçants, il s'agit des agriculteurs, il s'agit des transporteurs, tous les acteurs qui sont dans une filière doivent travailler de manière concertée pour que les excédents ou les bénéfices générés par la filière puissent être partagés équitablement entre tous les acteurs de la filière. Je donne un exemple. Si la pomme de terre permet de dégager un excédent et que le bénéfice de la filière pomme de terre va à un seul acteur et que les autres n'en bénéficient pas, il y aura une rupture de la chaîne. Et c'est ça. Et c'est pour ça que je dis, c'est pendant les périodes de vaches grasses qu'on prépare les périodes de vaches maigres. Toutes les années excédentaires, on doit procéder à des politiques pour pouvoir préparer les années de disette. Et si malheureusement on n'a pas de dispositifs, si on n'a pas une bonne gouvernance de la sécurité alimentaire, on ne procède pas à des réserves les années excédentaires pour faire face aux années de déficit,
on ne pourra pas avoir une sécurité alimentaire durable. Est-ce qu'il ne faudrait pas aussi penser à la transformation des produits locaux? Vous avez tout de suite parlé de pommes de terre. Est-ce qu'il ne faut pas arriver à créer une valeur ajoutée sur la pomme de terre, par exemple, créer des valeurs ajoutées sur le blé, sur le maïs, les transformer, les exporter entre États? Est-ce que ce n'est pas une alternative aussi? Je crois que c'est une des voies qu'il faut encourager et que nous soutenons, que nous encourageons et dont nous faisons souvent la promotion au niveau du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest. Il faut obligatoirement créer de la valeur ajoutée au niveau des différents produits de chaque filière. Et ça, je pense que les États aujourd'hui ont pris conscience et beaucoup d'unités industrielles sont en train de se développer au niveau de l'ensemble des États pour mettre en valeur un tout petit peu, beaucoup plus les productions céréalières locales. Ok. Il y a un peu de paradoxe, professeur. Moi, je me rappelle en 2003, lors du sommet de l'Union africaine de Maputo, les chefs d'État s'étaient engagés à consacrer 10% de leur budget, des budgets de leur pays à l'agriculture. 10 ans après, au finish, presque rien. Est-ce qu'il ne faut pas souvent les titiller, faire des rappels, des piqûres de rappel là? Bon, ce que je vais vous dire, ça va vous surprendre. Je crois que le chiffre de 10% est déjà dépassé. Puisqu'il y a beaucoup de pays qui ont déjà dépassé les 10%. Au Mali, par exemple, on est autour de 14% avec le Burkina Faso. Peut-être c'est l'exception qui confirme la règle. Non, c'est-à-dire en fait, c'est 10%. 10% de quel budget? C'est ça le problème. 10% de 100 milliards et 10% de 1 milliard, ce n'est pas le même effet. Vous savez, les capacités financières de nos États sont tellement faibles que souvent 10% vraiment de nos budgets, ça ne représente pas peut-être une manne financière qui pourrait significativement apporter les changements qualitatifs que nous souhaitons à notre agriculture. Peut-être il va falloir aujourd'hui réviser à la hausse peut-être ces 10%, mais je peux vous dire aujourd'hui à notre grande satisfaction et grâce au plaidoyer que nous avons fait auprès de nos États membres, aujourd'hui, les 10% alloués au secteur agricole est dépassé dans beaucoup de pays en Afrique de l'Ouest. Ok. Professeur, il y a des réponses assez, on ne va pas dire résiduelles, des réponses à la crise alimentaire. Par exemple, au Sénégal, on a vu la Guana, au Mali, on a vu l'initiative Riz, au Niger, on a vu les 3 N, les Nigériens nourrissent les Nigériens. Comment est-ce que le SILS appréhende ces différentes propositions-là? Justement, tout ça, c'est les politiques. Et ça, c'est un des 5 piliers, n'est-ce pas, des différents services que le SILS rend au niveau des États, l'appui aux politiques. Et je crois que c'est des politiques que nous soutenons et nous conseillons les États, nous les aidons à définir justement ces politiques et nous les accompagnons. Je crois que ça, c'est des initiatives qui ont prouvé aujourd'hui à la communauté internationale, qui a des initiatives qui ont prouvé à nos États que notre agriculture peut vraiment nourrir la population et même générer des excédents qui pourraient être exportés à destination d'autres parties du continent africain et même du monde. Okay. Depuis un certain nombre d'années, nos populations sont souvent victimes d'inondations. Elles sont surprises dans leur lieu d'habitation, alors que vous avez un centre quand même qui est là pour faire des prévisions. Et ça veut dire que vous ne faites pas votre travail convenablement? Bon, je pense qu'aujourd'hui, les États savent... Jusqu'au point où les populations sont surprises par ces inondations-là. Oui, c'est vrai qu'on ne communique peut-être pas suffisamment, puisque vous savez, le SILS c'est une institution régionale. Aujourd'hui, le principe de subsidiarité voudrait que nous nous effaçons devant certaines tâches régaliennes des États. Et je pense que les informations relatives à des situations de déficit ou à des situations d'inondation sont disponibles au niveau des différents services nationaux. Et nous procédons vraiment à des diffusions de ces informations sur nos sites, mais nous écrivons en début de chaque année à chaque autorité, à chaque chef d'État et même nous écrivons au président de l'Assemblée nationale, au Premier ministre, pour les informer de la situation pluviométrique. Et déjà à partir de juin, nous savons si nous allons avoir des inondations excessives ou des sécheresses excessives. Et nous attirons l'attention déjà des États. Mais au-delà de ça, dans un des pôles de services que nous rendons aux États, nous faisons de la formation. Et tous les différents services nationaux de météorologie sont appuyés aussi bien en renforcement de capacités au niveau de la formation, mais en renforcement de capacités au niveau des outils pour pouvoir assurer une bonne couverture de la situation climatique.
Donc toutes ces informations sont relayées au niveau des différents services nationaux qui, à leur tour, doivent les relayer. Et j'avoue que dans certains pays, plus que d'autres, on fait une bonne utilisation des informations que nous relayons au niveau des États. Okay. Il y a une relative sécheresse dans le Sahel, professeur. Or, souvent, il y a des inondations. Souvent, même dans du malheur, il y a du beau. On peut profiter de ces inondations-là, stocker le surplus d'eau pour pouvoir irriguer. Pourquoi on ne va pas vers cela? Pourquoi nous sommes dépendants que du ciel, que de la pluie? Justement, on n'est pas dépendant que du ciel. Je pense que on a notre avenir entre nos mains. Et si vous vous rappelez, en 2010, je me rappelle, vous étiez encore présent au sommet des chefs d'État à N'Djamena. Ouais. Et une des initiatives que nos chefs d'État au Sahel ont lancées depuis 2000 en Mauritanie, c'était l'initiative la coalition mondiale sur l'eau au Sahel, pour faire reculer la faim au Sahel. Et cette initiative, depuis, est dans notre pipeline et nous sommes en train de l'élaborer, de le discuter. Et je peux vous dire aujourd'hui avec beaucoup de satisfaction que ce dossier est suffisamment avancé et que la Banque africaine de développement, la BAD, a accepté, comme vous le savez, d'être le chef de file de cette initiative, comme elle est également le chef de l'initiative africaine de l'eau. Et donc nous estimons ou nous espérons que dans les prochains mois, les activités relatives à cette coalition pourraient être lancées. Effectivement, la stratégie au niveau de la coalition mondiale sur l'eau au Sahel, c'est de pouvoir capitaliser toutes les ressources en eau disponibles, de pouvoir vraiment les collecter et de pouvoir les utiliser pour une agriculture durable. Et je pense que c'est la seule possibilité, la seule voie pour nous pour pouvoir arriver à une sécurité alimentaire durable au Sahel. Il y a aussi ce qui a été appelé les pluies, les opérations de pluie provoquées. Peut-être même si elles ne sont pas pérennes, elles ne s'inscrivent pas dans la durée. Je crois que les initiatives de pluie provoquées, vues à l'échelle nationale, ne peuvent pas être viables. Vous savez, les nuages n'ont pas de frontières. Et c'est pour ça, bien avant le développement de ces initiatives nationales, au niveau des États pour pouvoir avoir des programmes indépendants, nous avons développé un programme régional qu'on appelait APENS, augmentation des précipitations par ensemencement des nuages, mais que vraiment peut-être on n'a pas fait suffisamment de plaidoyer au niveau des États pour qu'on voit la nécessité de conduire un programme régional. Puisque vous savez, le traitement des nuages, on ne sait pas exactement avec précision de quel côté les pluies vont partir. Et c'est pour ça, pour éviter vraiment d'avoir des problèmes même entre les pays, puisqu'il n'est pas exclu qu'en bombardant des nuages, je ne sais pas, au Mali, que ces nuages puissent faire une inondation dans un autre pays voisin. Et je crois pour régler ces questions, c'est pour ça qu'il aurait été intéressant de développer une initiative régionale et que vraiment, de manière concertée, les opérations d'ensemencement des nuages puissent être vraiment coordonnées à l'échelle régionale pour avoir un impact beaucoup plus important et avoir un engagement politique beaucoup plus fort en faveur de ce programme. Okay. Et je pense que cette initiative également, en 2010, les chefs d'État nous ont demandé de réexaminer ça et je pense que le prochain sommet des chefs d'État va certainement donner un signal fort en faveur de ce programme régional d'augmentation des précipitations par ensemencement des nuages. Ok. Certains pays du Sahel connaissent une recrudescence de l'insécurité. Vous êtes chargé de la lutte contre la sécheresse dans le Sahel. Est-ce que ça impacte sur vos activités? Oui, l'insécurité au Sahel. Je crois que l'insécurité civile et l'insécurité alimentaire vont de pair. Sans aujourd'hui sécurité, il n'y aura simplement pas une sécurité alimentaire. Ça, il faut le savoir. Tant qu'il n'y aura pas de sécurité simple, tout court, il n'y aura pas de sécurité alimentaire. Et c'est pour ça que nous estimons qu'aujourd'hui, il faudrait peut-être une politique d'apaisement, une bonne gouvernance, n'est-ce pas, de la gestion des différentes crises sécuritaires qui se trouvent dans notre sous-région pour espérer avoir une sécurité alimentaire durable. Ok. Le péril acridien, un mot là-dessus, puisqu'on a vu certaines structures faire des alertes, parler de péril acridien. Est-ce qu'il faut le prendre au sérieux? Je pense que le péril acridien était une réalité. Et c'est une réalité qu'aujourd'hui, je crois, les États ont pu circonscrire. Même si aujourd'hui, on peut dire que ce péril est un peu latent. Pourquoi? Pourquoi nous disons qu'il est latent? Puisque les acridiens se nourrissent de plantes vertes. Aujourd'hui, les plantes vertes ne se trouvent plus dans le Sahel. La plupart des plantes vertes qui restent, ce sont les plantes pérennes. Et comme vous le savez, l'essentiel de la biomasse chez nous est aujourd'hui en fin de végétation, donc commence à jaunir. Or, les acridiens ne se nourrissent pas de plantes jaunes, plutôt de plantes vertes.
Donc nous estimons que globalement, ce péril acridien latent est un tout petit peu derrière nous et il pourrait y avoir des soubresauts, mais je ne pense pas qu'il puisse avoir un impact significatif sur, en tout cas, la situation alimentaire, même si certains pâturages pourraient encore souffrir, puisqu'il y a quelques pâturages qui sont encore à l'état vert. Ok. Depuis quelque temps, professeur, il y a une ruée, sinon un engouement de pays forestiers vers le SILS. Finalement, ça s'étend d'où à où, le Sahel? Vous savez, si la Côte d'Ivoire, la Guinée décident d'entrer dans le SILS, quelles sont les limites du Sahel, finalement? Je crois que votre question pose un tout petit peu même les fondements et les orientations de nos chefs d'État. Vous savez qu'en fait, c'est vrai que le SILS a été créé suite à des sécheresses. Mais aujourd'hui, les phénomènes climatiques ont pris beaucoup plus, n'est-ce pas, d'ampleur et on fait beaucoup plus face au changement climatique qu'à une sécheresse. Vous venez tout à l'heure vous-même de parler de tous les problèmes qu'on a avec les inondations. Aujourd'hui, ce n'est pas les sécheresses seulement qu'il faut gérer, mais il faut également gérer les inondations. Et c'est pour ça que le mandat du SILS a été orienté de la sécheresse vers le changement climatique. Et nous appuyons aujourd'hui les États pour la définition de leur politique en matière de changement climatique. Mais au-delà de ça, même si on prend uniquement la sécheresse, le nord de la Guinée connaît des réductions de pluie. Aujourd'hui, le nord comment on appelle ça, de la Côte d'Ivoire, Bouaké n'est pas loin du Sahel. Et une bonne partie de cette région souffre souvent d'insuffisance pluviométrique. Il en est de même pour le nord du Nigeria. Vous savez, l'idée de la Grande Muraille Verte pour freiner l'avancée du désert est venue du Nigeria. C'était le président Obasanjo à l'époque qui avait lancé cette initiative pour vous dire que le nord de tous les États côtiers les nords sont sahéliens. Et vous savez que nos troupeaux en Afrique sahélienne migrent pendant les saisons sèches jusque dans le nord de ces pays. Et c'est pour ça que je dis que le Sahel n'a pas de frontières. Et je pense que vu l'orientation du mandat du SILS vers le changement climatique, il est tout à fait normal que ces États vraiment demandent les services du SILS pour faire face vraiment à ces nouvelles préoccupations dans leur pays. Ok, on s'achemine vers la fin de l'entretien. Professeur, un dernier mot face à la caméra, au peuple, aux populations du Sahel qui vous suivent ce soir sur la chaîne du continent. Je pense que ce que je peux dire, c'est que aujourd'hui, au niveau du Sahel, nous sommes beaucoup plus armés que beaucoup de régions pour faire face à des situations alimentaires difficiles ou même à des crises alimentaires. Pourquoi? Puisque nous avons développé aujourd'hui des cadres de bonne gouvernance de la sécurité alimentaire. Nous avons développé des capacités pour prévoir, pour anticiper sur les crises alimentaires. Et comme on le dit, qui a l'information a le pouvoir. Et quand on dispose des informations de la situation à laquelle on va être, comme on le dit, on va être mangé, entre guillemets, on peut faire mieux face à cette situation. Et je pense que le dernier élément que je vais dire, c'est qu'il faut que les populations sahéliennes sachent aujourd'hui qu'elles peuvent, en tout cas, elles-mêmes se prendre en charge et elles peuvent se nourrir. Okay. Au-delà de ça, elles peuvent nourrir également une partie des populations de l'Afrique de l'Ouest. Voilà. C'est sur ce message d'espoir que prend fin cette émission. L'invité du jour, nous recevions pour vous aujourd'hui le professeur Alfseni Bretodo. Il est le secrétaire exécutif du comité inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel 6. Merci de l'avoir suivi. Regardez l'avenir de l'Afrique avec espoir. Restez sur Africable Télévision. Nos programmes continuent.